Ce balado est présenté en collaboration avec Aliments du Québec. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes décident de consacrer leur vie à cultiver et transformer les aliments qu'on consomme au quotidien? Beau temps, mauvais temps, jour après jour, malgré tous les enjeux, tous les défis? C'est grâce à ces producteurs et transformateurs qu'on peut manger québécois et ils ont toute mon admiration. Dans ce balado, je veux mettre en lumière leur savoir-faire et leur donner une voix. Je veux comprendre d'où vient leur passion et quels sont leurs rêves pour notre assiette. Par-dessus tout, je veux découvrir qui sont ces gens derrière nos aliments. La production animale soulève toujours beaucoup de questions. Puis de mon côté, je me réjouis qu'on se pose toutes ces questions-là parce que je trouve ça très sain de vouloir savoir comment ça se passe au Québec. Parce que oui, je demeure convaincue qu'on fait ici les choses mieux qu'ailleurs. Donc, après avoir visité une production animale de petite échelle, j'ai décidé de poursuivre mes recherches et d'aller voir comment ça se passe dans la grande distribution. Comment font les plus grands joueurs pour élever les animaux de façon responsable et nous offrir une viande locale de qualité? Je me trouve en Montérégie, là où tout a débuté pour Fabien Fontaine, un producteur de veaux passionné qui, lorsqu'il était sur les bancs d'école, rêvait déjà de faire ce qu'il fait maintenant, une agriculture à grande échelle, respectueuse des animaux et de la nature. Je veux savoir comment on part de zéro pour atteindre 1700 employés en une seule génération, comment il fait pour garder le cap et surtout ne pas avoir le vertige. Tu me dis où aller, Fabien? Oui, prochain tournant à gauche. Et voilà. Ça, Ouais, fait que ça, c'est à toi ici. ouais, les champs, c'est sur 6 km de long. Fait que là, c'est autant cultiver les céréales, l'alimentation pour les veaux que d'avoir les animaux là, dans des bâtiments, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, la filière, au complet. Ouais. Cette terre-là, quand je l'avais achetée, j'avais 16 ans. C'est de la première terre. 16 ans? Ouais, Celle-là, c'est la première terre? Ouais, Ah! toute la terre au complet, j'avais 16 ans. La première terre d'un nombre impressionnant de terres. Ouais. Fabien, j'aimerais ça que tu me présentes ton entreprise, Famille Fontaine. Là, c'est quoi? Je veux des nombres de fermes, des nombres d'animaux. Là. Je veux que tu me dresses un portrait de Famille Fontaine. Actuellement, le portrait de Famille Fontaine, bien, ça consiste à une centaine de fermes d'élevage. On a des fermes de culture aussi parce qu'on cultive pour l'alimentation des animaux. Puis on a environ 53 000 bovins actuellement. On a 20 000 brebis et agneaux. Et puis c'est toute une chaîne de commandement dans cette filière-là. Avec mes deux frères, évidemment, qui participent. 2 de mes enfants sont dedans. Fait que c'est comme ça qu'on grandit, mais surtout des collaborateurs, collaboratrices qui travaillent beaucoup avec nous autres aussi. Faut que ça ait passionné avec nous autres. Ben oui, ça se fait pas tout seul, ça. Une centaine de fermes, des milliers ou des dizaines de milliers de bêtes, là. Ouais, c'est ça. On a un bon suivi. On a les agronomes, les vétérinaires qui surveillent avec nos troupeaux. On a des techniciens en élevage aussi qui sont là. En alimentation ou même au repos, on les surveille tout le temps, que ce soit bien. Donc, vous avez des dizaines de milliers de bêtes, mais c'est tout ça sous forme de petites fermes qui s'additionnent ensemble. Exactement. Puis chaque ferme, la plupart de nos fermes sont faites sur les terres directement. Donc, c'est rare qu'on ait une ferme qui n'a pas de terre avec. Puis en même temps, souvent, on fait la culture nous autres mêmes autour de cette ferme-là. Puis t'es vraiment parti de zéro, là. C'était pas une ferme que t'as héritée de tes parents, là. J'ai commencé comme un accident, un addon. Les premiers élevages de veaux au Canada qui sont installés, tout près de chez moi, 2 km de chez moi. J'étais en train de bûcher du bois, puis il y a un Italien qui est arrivé, puis il me dit « Hey, mon ami, peux-tu m'aider? » Fait que j'ai lâché ma fendeuse, ma hache, puis je suis parti avec lui. T'avais quel âge? J'avais 16 ans, puis on a fait l'aménagement du bâtiment. Et après ça, 1 an et demi après, il m'a dit « On est mal pris. On a 60 veaux de rentrée, puis on a personne pour les alimenter. » Il était 9h30 le soir, mais le lendemain matin, je commençais l'école. Fait que j'ai pas été à l'école. Fait que j'ai été lui donner un coup de main, puis après ça, j'ai fait mon secondaire 5 un peu plus difficile. J'ai passé quand même, j'ai mon diplôme tout, là. Mais j'ai aidé, j'ai fait la buvée, j'ai fait l'expérience de fermier. Et après ça, j'ai fait tous les postes. J'ai devenu technicien, acheteur de veaux, j'ai vendu de la viande, j'ai été commercialisé, j'ai fait beaucoup de choses. Puis je suis parti à mon compte avec un élevage. Puis après ça, j'ai continué à grandir. Mais comment t'as appris entre le gars de 16 ans qui bûche du bois puis qui se fait accrocher par son voisin pour l'aider, puis de faire tout ce que t'as fait dans cette ferme-là? T'as appris ça comment? Je suis curieux de nature, puis j'aime ça comprendre, j'aime ça apprendre. En commençant la base de l'élevage directement, pour moi, c'était plus facile. Comprendre toutes les étapes. Donc, je suis aussi bien acheter des petits veaux en ferme ou à l'enquin, ou faire le transport, ou directement faire l'élevage. Pour moi, il n'y a pas de secret. Quand je l'enseigne à mes gens, je suis capable aussi bien de l'enseigner. Mais est-ce que tu as grandi dans une famille agricole? Oui.
Mon père était producteur laitier à l'époque, puis il est arrivé un matin, puis il dit qu'est-ce qu'on fait avec les vaches, Fabien? Je savais pas quoi répondre, fait que j'ai dit vent libre. Fait qu'on a vendu les vaches, on gardait les terres, évidemment, puis on a continué. Fait que mon métier, il consiste à l'élevage, oui, mais surtout à la ferme. Parce que moi, je m'occupe de la partie culturelle, la partie élevage, la partie alimentation. J'ai mes frères qui s'occupent plus du développement au niveau de la transformation, les plus jeunes, l'abattage, la commercialisation, la marque. Puis l'autre frère, Donald, il s'occupe plus du transport, il s'occupe plus de tout l'aménagement, des différents problèmes qu'on a. On l'envoie partout. Quand ça va pas bien, on l'envoie. On dit, le frère, il va régler ça. Il va éteindre les feux. Tout qu'un pompier. Mais là, donc, à 13 ans, ton père vend la ferme laitière familiale. Fait qu'à quoi tu rêvais, là, le Fabien de 16-17 ans sur les bancs d'école? Là? Je rêvais d'avoir une grande ferme dans une grande filière. Une filière, c'est l'alimentation, les terres, aussi bien l'élevage, l'abattage, la transformation. Puis dans mon plan de marche, en secondaire 5, notre professeur Bernard Blouin, qui s'appelait à l'époque, lui, il nous a demandé à toute la classe de faire notre plan de marche. Puis c'est ça que j'avais dessiné et imaginé. Fait que ça, c'était en secondaire 5. Ouais, il y en a qui rêvaient de devenir dentiste, d'autres enseignants, d'autres mécaniciens. Moi, je rêvais de ça, puis il m'avait dit, t'es ambitieux. Jeanne, il dit, tabarouette, tu vois grand. J'avais tout dessiné, j'avais fait une maquette en plus de ça. Ah oui? Puis M. Blouin, avant son décès, il a fait un livre. Il indique qu'il y a un jeune qui a fait ses rêves comme il voulait. Puis il nomme mon nom dedans. Ben ouais. Wow. Mais félicitations, hein? C'est rare là, qu'à 17 ans, qu'on voit déjà notre avenir, qu'on sait qu'est-ce qu'on veut faire, puis qu'après, on le fait. Là. Comment ça s'est passé pour voler de tes propres ailes? T'es parti comment? T'as eu le jour 1, là, qu'est-ce que t'as fait? Il y avait des bâtiments ou des élevages qui avaient arrêté. Fait que j'ai repris des troupeaux. Je commençais avec un, j'ai monté avec 5 troupeaux assez rapidement. Et c'est quoi un troupeau? C'est combien? Un troupeau, c'est environ 250-300 bêtes. OK. Fait que t'as commencé avec 250 bêtes. Ouais, c'est ça. Puis là, après, 1000, 1200. 5000, 10 000, 50 000, puis... Comment qu'on passe de 1000 à 2000 à 10 000 à 50 000? Moi, je pense qu'on le fait avec le temps, l'énergie, puis encore une fois, des gens avec qui on travaille. Puis par le travail aussi, là, on se cache pas. Là. C'est des bonnes heures, hein? Ah oui, c'est des bonnes heures. Comment tu fais pour pas là, perdre là, justement là, le nord là, avec tous ces milliers de bêtes-là, ces centaines de fermes-là? Oui, je veux pas dire que je le paye pas des fois, là, mais je continue, j'ai tout le temps confiance, puis on a tout le temps des solutions, on a tout le temps des défis. Actuellement, on a des défis de disponibilité de petits veaux. On a un défi, on a des défis d'alimentation, il y a tout le temps des défis de poids sur les carcasses, des défis de couleur sur la carcasse. Fait que c'est tout le temps des défis qui nous amènent à se renouveler continuellement. Qu'est-ce qui te pousse à continuer, encore et encore, malgré tous les défis, là, à toujours vouloir continuer? Bien, qu'est-ce qui me pousse à continuer? J'aime ça. C'est pas une routine. J'ai tout le temps de quoi faire. Que ce soit les saisons, on a le printemps qui s'en vient. Après ça, on a l'été dans d'autres choses. C'est le temps des foins. L'automne, c'est à récolte. L'hiver, je suis à cabane à sucre un peu. Les fins de semaine, on bûche, on fait nos choses. C'est comment travailler avec ces deux frères? Vous aviez l'habitude de vous chamailler dehors, puis là... Quand t'es jeune, c'était assez difficile, m'a dit. Ah oui? Ah oui. Il y en a tout un qui mangeait une tape par l'autre. C'était pas facile. Puis les deux frères ont travaillé avec moi sur la ferme où j'étais quand j'étais pour mes anciens employeurs. Fait que je les embauchais, puis moi, je faisais d'autres choses pendant ce temps-là. C'était leur boss. Oui, c'est ça. Il en parle encore. Mon plus jeune frère, il avait 6 ans quand il a commencé sa ferme. Fait qu'il venait m'aider à 6 ans, puis c'est sûr que je donnais 25 cents par le foin. Il en parle encore. Ah oui? Ah oui. Il manque pas d'occasion de le dire. Puis là... Je les ai exploités. 25 cents, c'est quoi? 25 cents de l'heure ou de la journée? Je pense à de la foi. Ça, ici, c'est de la fibre alimentaire qu'on donne. C'est fait directement avec nos céréales. Fait que ça, c'est la fibre que les veaux ils vont manger? Oui, c'est ça. On a un système de soignage mélangé. Ça, c'est pour soigner, c'est le soigneur. Il embarque ici en arrière, il va soigner la rangée. Ça sort tout seul. Son mix est fait entre le maïs, la pâte. Je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire soigner. Alimenter. OK. Il va l'alimenter avec ça. Est-ce qu'il y a eu des périodes plus difficiles dans toutes ces années-là? Des périodes difficiles, on a eu la crise de la vache folle en 2003. Ça a sonné pendant 4 mois. Tout notre troupeau, on l'a fait congeler. On ne pouvait plus rien sortir. Puis après ça nous a pris 2 ans de passer toute cette viande-là, à rabais, évidemment. Fait que oui, il y a eu des crises, puis à chaque fois, on s'est tout enlevé en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, vu qu'on est déjà en filière, bien, des fois, c'est la viande qui nous amène par en haut, d'autres fois, c'est l'alimentation qui nous aide aussi. Fait qu'à chaque fois, on a le temps de tirer notre épingle du jeu. Ouais. Vos billes sont pas toutes au même endroit, là. C'est ça, c'est dans toute la chaîne alimentaire au complet, là. Comment tu t'es senti quand il est arrivé, là, cette crise-là de la vache folle? Là? Comment le petit Fabien intérieur a réagi? D'habitude, je recule un peu.
Je recule un peu, je prends un pas de recul, puis souvent, je parle pas. Mais après ça, on se relève, puis on essaie des solutions, puis là, souvent, ben, je communique avec des professionnels où je demande de l'aide, évidemment, pour contrer le système, mais dans des situations de même, on ne peut pas faire grand-chose. On était souvent à Ottawa, on a défendu ça. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas encore réglé. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas réglé? C'est qu'il y a encore des cas ou... Non, il n'y a plus de cas. On est encore un pays, les normes sont encore pas au même niveau que les États-Unis. Parce que c'est encore sur un pays qui... étiqueté comme étant... Oui, ils ont à des risque. statuts. Ils ont des petits statuts. Moi, tout de même pas à risque, là, mais c'est pas élevé complètement. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça vous freine? Ça vous... Ben, nous autres, on est dans le système d'abattage. Tu sais, on fait le veau de lait, on fait le veau de grain, on fait l'agneau, mais on fait aussi l'abattage de bovins, de bœuf. On fait de l'abattage de vaches de réforme. Puis la vache de réforme, ça, c'est la vache laitière après sa Après vie? 4 ans, ouais, c'est ça. 4 à 5 ans, c'est un troupeau. Au Québec, il y a 360 000 bêtes actuellement de vaches à lait. Et c'est un troupeau qui tourne continuellement. Donc, celui qui mange du haché, ben, c'est de la vache de réforme souvent. Ça. On fait du bovin, du bœuf, du bouvillon d'abattage depuis environ 5 ans. L'Amérique du Nord manque beaucoup de bœuf. Contrairement à ce qu'on peut penser, les Canadiens, on est plus sur une pente descendante doucement. Donc, pour résister à tout ça, on n'a pas le choix. Bien, on fait notre travail en ferme, on fait l'abattage, la transformation, on fait la marque, on est distribué dans pratiquement toutes les grandes chaînes. Et votre but, c'est de garder la viande pour le Canada ou parce que ça peut devenir... On fait un peu d'exportation, surtout le veau de lait. Le veau de lait, on ne se cachera pas, c'est une viande assez dispendieuse, c'est des produits laitiers. Mais ici, au Québec, on est un peu limité aussi par les terrains, on est limité par l'environnement. Si on veut faire des choses durables, on ne peut pas se permettre d'avoir des packs de 100, 125 ou 150 000. On a des normes, on les respecte. Donc, on est limité dans des plus petites fermes, un peu moins efficaces. Et en même temps, nos systèmes d'abattage ne permettent pas d'avoir des grands volumes comme ça. Au Québec, on ne se cache pas, là, c'est un petit réseau. On est comme une niche dans un grand marché. Là. Mais c'est mieux pour l'environnement, quelque part, hein? Moi, je pense que oui. Puis on vit dans ces conditions-là, puis on adhère à ça. Ouais. Puis est-ce que tu le crois qu'on fait les choses ici mieux qu'ailleurs? Moi, je pense qu'on fait les choses mieux qu'ailleurs. On les fait différemment, on les fait dans des normes, puis en respect de l'environnement. Mais je vois qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, je dis, wow, on est bien au Québec, on est super bien au Québec. On s'est protégé, puis on s'est donné des outils pour ça. Puis, vous êtes très impliqué auprès d'Aliments du Québec. C'est quoi le rôle de cet organisme-là pour vous? Bien, nous autres, c'est sûr que ça fait la promotion de nos produits, puis ça nous aide. Puis aujourd'hui, bien, on est fiers. Ça nous donne encore une vision encore plus claire sur notre produit local qu'on a aujourd'hui. Ça véhicule la sécurité alimentaire, pour moi, directement. C'est le plus important. Et puis après ça, le mangeons local. Mais à la fin du compte, c'est ça qu'on propose, c'est ça qu'on a. Puis ça nous aide à se distinguer des autres, de l'importation, ces choses-là, surtout, là. Donc, ça nous donne une force réelle. On est attitré, on le sait, on est Aliments du Québec, et puis on est fiers de l'être. Donc, on prône déjà ça, ces valeurs-là, puis ils prônent déjà nos valeurs en même temps. Donc, pour nous autres, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est entre nous deux, puis ça fonctionne de même. Si j'ai le choix entre 3 produits, puis il y en a un qui est Aliments du Québec, quand même qui serait un peu plus cher, c'est sûr que tout le monde mette la main dessus. Parce que c'est chez nous. Puis c'est un sens aussi pour le consommateur. C'est rassurant, là. C'est rassurant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les Québécois choisissent encore plus des viandes locales? Parce que, tu l'as dit, là, il y a de la viande de partout dans les étalages. Qu'est-ce qu'il faut faire, là, pour que le choix soit encore plus facile pour le consommateur? Bien, c'est sûr que nous autres, on peut faire un bout de chemin. On peut pas faire notre groupe tout le bout de chemin tout seul. Il faut que nos gens, nos instances, ils accélèrent un peu au niveau de marketing, au niveau de le mangeons local, au niveau Aliments du Québec avec qui on participe déjà. Il faut déjà aller plus loin avec notre produit du Québec. Le veau de lait, le veau de grain, c'est la chaîne alimentaire. Tous nos petits veaux viennent pratiquement du Québec, sont nourris avec des produits du Québec, sont abattus, transformés, puis distribués au Québec ou en Ontario. Donc, on doit manger ces produits-là ici, là. On les entend. Oui. Ils ont hâte de l'avoir de la visite, je pense. Oui. Ils ont vu quelque chose, c'est... Fait que ça, c'est une ferme typique qu'on a dans nos productions de veau de grain finition. Puis là, ils ont toutes des... Ils ont toutes les puces électroniques à gauche. Fait que la traçabilité, là... Du début. Que ce soit la naissance, tagage du veau, son tag va suivre tout le temps. C'est toute la même race? Oui, c'est toutes les mêmes races, c'est ça. Ils sont curieux, là. Je peux toucher? Ah oui, tu vois qu'ils sont pas malins. Ils sont bien curieux. Ils sont gênés. Aussitôt qu'il y a de quoi qui traîne, quoi que ce soit, vous êtes sûr qu'ils vont tous à côté de toi.
Puis la famille Fontaine, vous avez été un des premiers à demander des réglementations là, sur la façon responsable et durable là, d'élever des animaux. Peux-tu me parler de cette démarche-là? Oui, on a commencé fin des années 90. Le veau de lait, c'était juste du lait. On voit que c'est pas simple pour l'animal aussi, là, en vieillissant. Fait qu'on a inséré des matières de grains. Après ça, on a inséré de la fibre alimentaire, mais la réglementation du veau de lait, à l'époque, ne permettait pas ça. Un veau de lait, c'était juste au lait. Fait que le veau naissait, puis il y avait juste du lait dans son alimentation. Jusqu'à l'abattage. Mais en même temps, nous autres, on dit non, le veau de lait, il devrait avoir une meilleure condition. Mais pour faire ça, il faut qu'il soit en liberté. Et nous autres, on va des grands parcs, puis que ce soit en liberté, avec l'alimentation, comme on veut. Puis aujourd'hui, c'est tout de même. Puis on a commencé chez nous. On a prouvé aux gens que ça fonctionnait. Puis après ça, on a avancé. Vous avez été des précurseurs. Là. Vous avez fait les choses mieux que les autres avant pour établir des normes. Je sais pas si c'est mieux, moi, je les ai fait avant. Ça, c'est sûr. Mais je sais pas si Je c'était pense mieux. que c'est mieux. Là. Les veaux de lait qui recevaient juste du lait devaient développer des carences, devaient avoir des enjeux de santé. Là. C'est exactement. Puis le confort de l'animal, parce qu'il y a beaucoup, rendu à 60 jours, là, sa nature lui dit il va y avoir un sevrage qui s'en vient bientôt, puis il n'y a pas de sevrage. Aujourd'hui, on se cachera pas. Le veau de lait consomme une partie de graines, une partie de fibres. Et puis, on a fait des transitions quand même assez majeures. Parce que, initialement, le veau de lait, quand il a commencé, là, on utilisait de la poudre de lait crémé. Donc, il y avait d'énormes subventions qui se donnaient pour faire l'alimentation du veau de lait en surplus des matières premières. Aujourd'hui, c'est complètement le contraire. On s'en allait, on a rencontré des laiteries, des petites laiteries qui nous fournissent le lactosérum liquide directement pour nos élevages. Fait qu'encore une fois, on s'est tout renouvelé au complet. On a tout changé l'alimentation, tout changé les tanks dans les fermes, tout remodifié le système de soignage. Puis à chaque 2 jours, j'ai un camion qui part d'une fromagerie. Pour ceux qui aiment le fromage, c'est bon. J'adore le fromage. On l'amène directement à notre veau. Pas de transport en double, pas de séchage. C'est directement en circuit court qui s'en va dans nos élevages. C'est important pour toi de veiller à ce que continuellement les conditions d'élevage soient améliorées. C'est notre ADN, c'est nous autres, ça. On se challenge, il faut faire des changements rapides, puis ils savent c'est jamais assez vite. Jamais assez vite pour Fabien. C'est jamais assez vite. Fait que... Puis comment tu fais pour savoir comment améliorer encore l'alimentation ou encore le bien-être des animaux? Là? On regarde le consommateur aussi, c'est surtout lui, parce que la finalité est là. Le consommateur, qu'est-ce qu'il demande sur la tablette? Le prix aussi, hein, on ne se cachera pas. Hein. Le prix des aliments monte tellement vite, puis il y a tellement de différence entre le prix de certains ingrédients. Donc, il faut garder un produit concurrentiel, puis qui soit en même temps rentable, puis qui soit éthique. Fait que tout ça mis ensemble, on n'a pas le choix d'innover tout le temps. Qu'est-ce qui te garde éveillé la nuit? Ta plus grande préoccupation, là? Bien, c'est de continuer, pas nécessairement continuer à grandir, mais continuer à bien performer qu'est-ce qu'on fait là. Fait qu'on a fait tout le suivi du petit veau dans un parc qui pesait peut-être à l'époque 300 livres. Aujourd'hui, un veau de lait, ça pèse 550, 575 livres. Des fois, les gens ils disent « pauvre petit veau ». J'ai dit « viens trier avec moi les veaux, tu vas voir, pauvre petit veau ». Ils sont pas déplaçables, puis c'est eux autres qui décident. On a fait beaucoup d'évolutions. C'était pareil dans le veau de grain. On a changé les méthodes d'élevage au Québec dans le veau de grain. Dans l'entreprise, là, vous êtes des milliers d'employés. Là, comment on fait pour communiquer ou transmettre là, cette vision-là de toujours faire mieux, toujours s'améliorer à nos employés puis à l'ensemble de la gang? La présence. Je suis encore dans les fermes. Fait que tous les lundis matins, moi, c'est sacré. 7 heures, je suis dans mes fermes. Puis à 1h moins 5, je suis au bureau. Puis la journée commence du bureau. Donc, je sais exactement de quoi je parle quand je parle au niveau de la ferme. Donc, je peux communiquer plus avec mes agronomes, mes cadres, mes techniciens. Puis après ça, bien, toute l'équipe s'en suit. Fait que ça continue dans toute l'équation au complet. Puis comment vous faites, la famille Fontaine, pour vous distinguer auprès du consommateur, pour ressortir, pour que le consommateur là, voit tout ce que vous faites derrière, en coulisses? On le fait avec le marketing, ces choses-là, mais en même temps, on le fait peut-être pas assez ouvertement, puis peut-être on l'explique pas assez aux gens. Parce que les gens de marketing ou des films qu'on a embauchés à l'époque pour nous supporter, ils nous le disent, faut le dire. Fait qu'en 2019, ça a été long, ça a pris 2 ans, là. Puis la film qu'on a embauché, ils ont été à la pêche souvent, ils ont essayé de nous indiquer Famille Fontaine, puis nous autres, on disait « Ah, notre nom, pas nécessairement, on sait qu'est-ce qu'on fait. » Fait qu'ils ont fait des sondages sans nous le dire, partout dans des régions. Les gens, ils veulent savoir d'où ça vient le produit. Ils veulent savoir comment il est élevé, comment il est produit, si c'est des gens de la place ou peu importe. Puis c'est tout le temps notre nom qui sortait parce qu'on est connu dans le veau pour faire un produit de qualité localement avec nos gens d'ici. De savoir qu'il y a une famille derrière Exactement. le produit. C'est pas juste un nom, là, c'est une vraie famille, c'est 3 frères passionnés. C'est une vraie famille. Puis pourquoi vous avez choisi l'emballage mauve? Vraiment se différencier de tout le système au complet d'aujourd'hui qu'on connaissait. On voulait sortir des sentiers battus.
Est-ce que tu peux me résumer, c'est quoi une viande produite selon les valeurs de Famille Fontaine? Il faut que, dès le jeune âge, que l'animal ait ce qu'il faut pour sa croissance, évidemment. Pas de maltraitance, toujours en liberté. Donc, on veut qu'il soit bien. Puis, c'est quoi la suite pour Famille Fontaine? La suite pour Famille Fontaine, c'est continuer à faire ce qu'on fait là aujourd'hui, encore mieux, puis se renouveler continuellement. On développe de cette façon-là des nouvelles techniques d'élevage. On fait des changements toujours au niveau de l'alimentation, des nouveaux produits qu'on amène, qui soient plus confortables pour l'animal, meilleure digestibilité. On veut pas monter à 100 000 veaux, c'est pas ça. Les animaux sont pas disponibles, mais ceux qui sont là, on va en prendre soin comme il faut. Puis c'est quoi ton grand rêve pour l'assiette des Québécois, tu sais, globalement, là? Bien, c'est sûr que sain, une alimentation saine, une alimentation pour vivre en santé aussi, mais diversifiée aussi, on ne s'en cachera pas. Fait que dans toutes les activités, que ce soit au niveau de la salade ou peu importe, bien, on veut, puis ça doit être plus local. Ça, c'est sûr et certain. Puis quel message tu pourrais livrer aux consommateurs en terminant? Quel cri du cœur tu pourrais donner aux auditeurs du balado? Encourager vos gens locaux, nos fermiers locaux, parce que moi, je suis fermier. Je me considère dans ma tête comme un fermier, puis on fait pour nourrir le monde, c'est ça qu'on veut. Nourrir notre monde ensemble. Fait qu'encouragez-nous, Famille Fontaine. C'est ça qu'on a besoin. Bien, merci, Fabien. Merci. Le petit gars de 16 ans sur les bancs d'école qui rêvait, là, comment il se sent aujourd'hui? Fort occupé encore. Fort occupé encore. Pour quelques années encore, j'espère. Oui, encore passionné? Encore passionné. Bien, c'est beau, ça. C'est beau. Merci beaucoup. Merci, Fabien. Merci. Ce balado a été possible grâce à la participation d'Aliments du Québec et de ses adhérents. Il a été conçu et animé par Geneviève Augleman, produit par Diane Prémy et réalisé par Camille Préfontaine. À la recherche, Sandrine Deschaines, prise de son, Simon Thériault, montage et conception sonore, Anna Matari, mixage sonore, Amélie Lamy.